à tous, bienvenue sur vos différentes chaînes de télévision sénégalaises. TMTV, Football International et Folie Média. Depuis un moment, l'Afrique de l'Ouest connaît une crise politique et institutionnelle suite à l'avènement des coups d'État intervenus dans ces pays respectifs, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso, y compris la Guinée, où le général Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir par la force le 5 septembre 2021 en inversant l'ex-président Alpha Condé au pouvoir. Alors, la question que l'on se pose, puisqu'il a pris un engagement vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale, et également, il n'a pas respecté le calendrier initial prévu le 31 décembre 2024, pour cette raison, est-ce que les Guinéens doivent-ils lui porter confiance? Est-ce qu'il a une légitimité requise pour, évidemment, conduire la destinée de la nation? Pour répondre justement à cette question et cruciale, je laisse soin à ma consoeur Mamba. Et nous recevons trois invités importants, comme M. Ibrahim Diallo, RAF, chargé des affaires extérieures de l'armée, et M. Alpha Amadou Baldé, président du mouvement citoyen Rwanda, ainsi que M. Idrissa Ba, ingénieur. Ce débat. Bientôt, RAFIC, merci de répondre à votre invitation. Monsieur Valère Gagnon, merci de répondre à l'invitation sur le plateau de cette édition locale. Et monsieur Idrissa Ba, merci également de répondre à votre invitation. Alors, vous avez entendu tout de suite l'entendre les résultats qui sont arrivés dans cette fois. La guerre. Suite à l'intervention, à l'avènement de ces coups d'État, quelle a été votre situation? Merci M. Cissé pour cette question où nous faisons la situation de la sous-région. Effectivement, il y a eu plusieurs coups d'État où nous pensons que les populations ont estimé que les dirigeants avaient fait de mauvaises gestions qui a occasionné ces coups d'État, particulièrement en Guinée où il y avait cette velléité de l'ancien régime du président Alpha Condé qui aspirait à un troisième mandat, chose qui a poussé une partie de l'armée à prendre le pouvoir. Et cette prise de pouvoir a été appréciée par un certain nombre de Guinéens. Mais elle a découlé d'un certain nombre d'engagements et de promesses qui aujourd'hui posent problème. Donc, Comment les intellectuels, les élites guinéennes ont applaudi et la prise du pouvoir? C'est la crainte du troisième mandat, la crainte de la dictature. Je pense que c'est ce qui a fait que les populations dans leur ensemble, hein, pas seulement les intellectuels, ont apprécié la rupture du processus que M. Alpha Condé avait entamé. Donc, c'était normal que les gens apprécient cette situation. Malheureusement, depuis un certain temps, nous voyons que cette confiance s'est carrément érodée et nous sommes en train de vivre autre chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est inquiet par rapport à la nouvelle situation. Merci beaucoup, M. Cissé. Avant tout, laissez-moi présenter mes vœux les meilleurs de bonne année à tous nos compatriotes guinéens et à aussi la population sénégalaise. Et nous commencerons par le président de la République, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et toute la nation sénégalaise. Nous présentons aussi nos vœux les meilleurs au président Mamadi Doumbouya et à toute la nation guinéenne. Monsieur Cissé, le coup d'État est intervenu en Guinée le 5 septembre 2021, un coup d'État qui a délivré le peuple de Guinée. Il faut savoir que nous avions vécu 11 ans
Non, pas vraiment surpris, parce que c'était un coup d'État appelé par toutes les populations. Ils l'ont appelé de tous leurs voeux, parce que M. Alpha Condé s'était résolu à imposer cette dictature en Guinée avec le non-respect des lois de la République et un troisième mandat qui lui était illégal. Donc c'est en soi une délivrance du peuple de Guinée. Et tout le monde l'a applaudi, la société civile, les politiques, tout le monde, tous les Guinéens ont applaudi ce coup d'État, à part peut-être ceux qui étaient dans le régime. C'était une délivrance. Donc il faut savoir que le 5 septembre, il y avait eu un espoir qui était... Avant d'applaudir, est-ce que vous n'étiez pas parti plus vite, comme le dit Thierry Molenego, un intellectuel qui a applaudi cet acte criminel? Bon, vous savez, quand on est délivré, on ne peut qu'exprimer sa joie. Si vous vous rappelez bien, en 1984, à l'avènement du CMNRN, du général Lansana Conté, et les prisonniers qui étaient délivrés du Camboiro, vous ne pouvez pas dire à ces gens de ne pas exprimer leur joie. Les intellectuels qui étaient là, qui étaient opprimés, emprisonnés, les personnes qui étaient exilées, vous ne pouvez pas dire à ces gens de ne pas exprimer leur joie, que vous soyez intellectuel ou pas. Donc avant tout, c'est une délivrance que le peuple de Guinée a eue le 5 septembre. Et nous ne cesserons de remercier ces militaires pour nous avoir délivrés. Maintenant, la suite, ce qui s'est passé, ce qui est intervenu après, nous pouvons l'apprécier ici et aussi proposer des solutions par rapport aux différentes crises. Merci. Monsieur Barre, la surveillance de son intervenue en Ligue. Quelle était votre réaction à partir de Sénégal? D'abord, je salue mes co-débatteurs, ceux qui sont invisibles avec les caméras qui nous donnent cette visibilité. Pour revenir à votre question, je me dois aussi de présenter mes vœux de bonheur, de santé au peuple sénégalais, à ses dirigeants qui ont quand même mis tout ce qu'il faut pour un environnement meilleur, pour qu'un Guinéen puisse évoluer ici. Aujourd'hui, si nous sommes sur ce plateau, je pense qu'il faut les rendre cet hommage. Maintenant, pour revenir à votre question, je ne pense pas que les idées peuvent converger vis-à-vis de cette réaction. Un coup d'État n'est jamais salutaire. Un coup d'État, je pense que c'est la dernière roue de la carrosse pour un pays qui se veut à la limite dans le champ de développement. Dire quelle fut ma réaction ici au Sénégal, mitigée. Mitigée parce que je n'avais aucune visibilité, encore moins de connaissances dans la politique guinéenne, que je ne suis pas beaucoup, et je suis apolitique, je le dis. Mais de l'autre côté, je vois mon jugement ou mon appréciation a été fondée sur le comportement de ceux qui l'ont vécu en interne. Et la joie exprimée, le peuple, la population guinéenne, la joie exprimée, les images que nous avons vues, l'attitude de ceux-là qui ont pris leur courage pour aller, disons, diminuer la souffrance du peuple. Par rapport... Et l'attitude des intellectuels? Non, je dis l'attitude de ceux qui ont pris le pouvoir actuellement, les militaires, comme vous le dites. Ils ont abrégé un peu la douleur ou la souffrance du peuple. Maintenant, c'est une question de bilan. Entre le jour où ils ont pris le pouvoir par leur courage, ils ont fait plaisir à ce peuple qui a jubilé, et à aujourd'hui, si nous voulons faire un bilan de parcours. Donc moi, je poserai cette question en termes de bilan de parcours. Justement, on va y revenir. Oui. D'accord. Alors, moi, Monsieur Idrissa Ba, la question que je vais vous poser, le président de la transition qui doit gérer des affaires courantes, a-t-il le droit de lancer de tels projets ambitieux? Simono 2040. Affirmatif, oui. C'est légitime parce que c'est un Guinéen à part entière. Seulement la différence, il porte une tenue. C'est légitime? Oui, c'est légitime parce que c'est...
Si vous me laissez m'expliquer, je vais vous dire pourquoi. Actuellement, jusqu'à preuve du contraire, je pense que c'est lui qui tient les rênes de la gouvernance. Il mène une politique en interne. Hormis eux qui portent les tenues, vous avez des civils, vous avez une administration guinéenne. Mais pour aller vers une démocratie, il y a un préalable. Est-ce que le Guinéen était prêt par rapport à la situation administrative du pays à aller vite en besogne? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y avait des éléments qui permettaient, juste après la prise de pouvoir, de faire des élections? Est-ce qu'il y avait un recensement? Combien de Guinéens n'étaient même pas recensés, qui n'avaient même pas de pièce d'identité? Si vous jugez de vous-même en tant que journaliste, vous faites une petite investigation, vous verrez qu'il n'y a même pas 30% du travail qu'il faut faire pour qu'il y ait des élections fiables, transparentes et admissibles. Justement, sur cette question très importante, je vais pousser M. Diallo à réagir là-dessus. On a vu le général Mamadi Doumbouya, dès la prise de pouvoir, il a tout de suite organisé une concertation nationale auquel certains acteurs politiques ont participé et les recommandations qui en ont résulté ont été prises en compte, notamment le recensement à vocation d'état civil, le fichier électoral et la mise en place d'un organe électoral indépendant. Oui, effectivement, dès le lendemain de la prise de pouvoir, le CNRD, c'est comme ça qu'on les appelle, hein. Le CNRD, ils ont lancé des concertations. Alors, après un certain nombre de consultations, il a été ressorti une charte, la charte de la transition. Mais il se trouve que ceux qui ont été consultés n'ont pas participé à la rédaction de la charte. La charte que le CNRD a mis à la disposition de la Guinée stipule un certain nombre de choses pour la gestion de l'État. Et le 2 octobre, non, le 1er octobre, Mamadi Doumbouya a prêté serment. Il a prêté serment pour jurer devant le peuple de Guinée un certain nombre de choses qu'il s'est engagé à réaliser. Alors, malheureusement, oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire, parce que lors de la concertation, un certain nombre de coalitions ont fait des propositions. Il y en a qui avaient fait 11 ou 12 mois, d'autres 15, 16 mois, d'autres 24 mois. Mais du fait que les affaires de l'État sont gérées uniquement par le CNRD sans associer les partis politiques et la société civile, ils ont carrément refusé les propositions qui ont été faites. Ce qui fait que eux, ils ont pensé qu'ils peuvent gérer seuls, alors qu'ils n'ont aucune expérience de la gestion des affaires de l'État. Et cela a montré tout de suite leur volonté de duper. En réalité, c'était une volonté de duper et de tromper les gens. Ce qui a fait que, pour revenir aux élections, ils n'ont jamais été prêts à aller aux élections jusqu'à présent. Monsieur Valier, rapidement, une concertation, je ne sais pas comment vais-je l'appeler, au dialogue national a été tenu. Au cours duquel des recommandations ont été faites, qui a été portée à la connaissance du général Mamadi Doumbouya. Est-ce que c'est un échec ou bien une réussite? La concertation, ce n'est pas un échec. C'est le recueil de différentes propositions issues de différentes entités. Et c'est ce recueil qui nous a permis d'avoir un certain nombre d'éléments pour rédiger non seulement la charte, mais aussi se fixer des objectifs. Et je rappelle que... C'est très important. Quels sont les éléments cette concertation? D'abord, il faut savoir que la concertation a permis aux différentes entités de faire des propositions sur la durée de la transition. Il ne fallait pas s'attendre à ce que tout le monde soit d'accord sur la durée de la transition. Il y en a qui voulaient 1 mois, 6 mois, 1 an. Il y en a qui voulaient 2 ans, 3 ans. Et ils ont dû prendre la moyenne.
Et en fonction de ce qu'ils ont trouvé par rapport à l'état du pays, et le CNRD est l'organe qui décidait, l'organe suprême. Il nous a consultés, c'est eux qui ont pris le pouvoir par la force, ils nous ont libérés, et ils ont fixé à 36 mois. Le truc, le CNT l'a ramené, je crois, à 33 mois. Donc, nous avons une charte de la transition et je pense que tout le monde était unanime et content par rapport à cette charte. Parce que de manière générale, la charte nous donnait tous les éléments auxquels nous aspirions quant à la neutralité du CNRD dans la conduite des prochaines joutes électorales. Il s'était engagé à faire des élections de la base au sommet durant cette période. Donc, en ce qui concerne les concertations, je pense que c'était bien fait. Parce que du temps, si vous vous rappelez, quand le CNDD était venu au pouvoir, je ne pense pas qu'on a eu la chance d'être consulté. Si le temps est bien, on va faire un peu d'esprit. Oui. Vous avez perdu des éléments de ce cas. Tous les éléments étaient là, voilà, pour que cela débouche sur la tenue d'une élection présidentielle. Mais cependant, on n'a rien vu. Je viens de le citer. Le recensement à vocation d'état civil, le fichier électoral, rien du tout. En fait, le RAVEC, effectivement, le RAVEC devait intervenir, c'est-à-dire les opérations du RAVEC devaient se tenir dans cet espace de temps. Et nous avions eu les communications en début de l'année 2024 par rapport au retard accumulé, les difficultés et aussi, comment dirais-je, le planning. Malheureusement, jusqu'à présent, le RAVEC n'a pas fini ses travaux. Ils sont en cours. Nous aurions aimé que cela finisse, franchement, et que l'on puisse aller vers des élections. Et sans fichier électoral, sans commission électorale, et nous ne pouvons pas aller vers des élections. Ils ont eu assez de temps, M. Baldé. Oui, ils ont eu 3 ans, quasiment 4 ans. Je puis vous dire que c'était suffisant pour avoir un fichier électoral, avoir une commission électorale et aller vers des élections. C'est sûr. Tout ce processus-là allait déboucher sur la tenue des élections, encore une fois. Le 31 décembre 2024, puisque cette date échoue n'a pas été tenue, respectée, est-ce qu'on peut à nouveau porter confiance justement au CNRD? Moi, je pense qu'il y a une nécessité d'aller vers des concertations. Pour moi, nous devons discuter entre nous les Guinéens. Il s'agit d'une affaire guinéenne. Il ne s'agit pas de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, des États-Unis. Il s'agit tout d'abord de nous, Guinéens. Il faut, s'il vous plaît, laissez-moi terminer, il faut que tous les Guinéens puissent se mettre ensemble. Ceux qui sont à l'extérieur du pays, ceux qui sont à l'intérieur du pays, ceux qui sont détenus et autres, pour que le CNRD crée les conditions pour que tous les Guinéens puissent se tenir autour d'une table, discuter de l'avenir de la Guinée. Le CNRD nous a donné un espoir le 5 septembre. Nous voulons que cet espoir continue à vivre en nous et qu'il nous réalise vraiment notre vœu le plus important, à savoir le retour à l'ordre constitutionnel dans la paix, dans la stabilité et la cohésion sociale. Ensuite, les conditions auxquelles vous faites allusion qui nous permettront probablement de prendre le pouvoir civil, prendre le pouvoir de la Constitution. Monsieur Cissé, moi je vais revenir sur ce projet, à Monsieur Idrissa Ba. Ce projet Simondo est-il un levier économique pour satisfaire les besoins de la population guinéenne? Merci pour la question. Je n'ai pas tous les leviers d'un projet. Vous savez, un projet à très long terme de ce type a plusieurs volets. Il peut y avoir des volets sociaux, des volets économiques, des volets infrastructurels. Je n'ai pas tous les éléments, mais pour moi personnellement, lorsqu'il y a des perspectives et des projections, je m'y inscris tant que c'est pour le peuple. Tant que c'est pour le peuple guinéen, si ce projet doit apporter au moins enfin, après 60 ans, de tergiversation politique, tantôt c'est des civils, tantôt c'est les militaires, tantôt c'est des civils, c'est parti en dents de scie.
et finalement, ça risque d'aller en vrille. Donc, un très grand projet comme ça, Simandou, moi, à l'école primaire, je me rappelle bien, faisait partie de nos cours. Le point culminant de la Guinée, c'était Simandou. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'est étranger à cet âge aujourd'hui. Tant d'années ont coulé. Pourquoi cela n'a pas été réalisé? Et pourquoi? Qu'est-ce qui a changé entre-temps dans la vision de ceux qui ont pris le pouvoir en 2021, qu'en 2024, ils n'ont pas honoré leur engagement, disons, honoré leurs promesses. Voilà toute la problématique. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Il y a eu, à votre entame des propos, vous avez cité le Burkina, le Mali, ou encore le Niger, mais vous n'avez pas cité la Guinée. Est-ce que vous vous rendez compte que la Guinée est moins citée par la CEDEAO et les institutions internationales dans ce cas de légitimer l'armée? Est-ce que la Guinée a été sanctionnée une fois? Voilà. Justement, oui. Non, permettez-moi, je termine avec la question de madame, rapidement. Non, mais vous allez me perdre. Allez-y, allez-y. En fait, ce que je voulais dire ou vous conforter, c'est que moi, je suis légaliste. D'accord. Dès qu'il y a des institutions en Guinée, il y avait comment dirais-je, il y a un cadre juridique qui est posé, quelle que soit la personne qui est au pouvoir, travaille sur ce cadre juridique. C'est grâce à ce cadre juridique que nous avons vu les failles de l'ancien régime qui a été dégagé. Et pensez-vous que le président de la transition quand même peut gagner des points avec cette déclaration? Point ou pas point, c'est un homme. Il faut comprendre que ce n'est pas lui seul qui dirige en ce moment. Vous savez, un président de la République, on ne l'apprend pas à l'école. Être président de la République. C'est chacun dans son secteur de métier. On embrasse la politique par conviction. Peut-être que par conviction militaire, il a vu la souffrance de son peuple, il s'est engagé pendant que beaucoup dormaient. Maintenant, pour dire que, est-ce que lui, moi je ne le vois pas seul. Je vois tous ceux qui œuvrent aujourd'hui, ces jeunes intellectuels qui ont tout abandonné à l'extérieur, qui sont rentrés en Guinée, qui sont rentrés dans l'administration et qui travaillent depuis 3 ans, j'en connais beaucoup. Au Sénégal ou en Afrique, il y en a peu qui ont été sollicités. Mais j'en connais énormément qui viennent des États-Unis, du Canada et qui occupent des postes stratégiques. Et donc, dans la foulée de ce grand projet dont vous parlez, moi personnellement, si c'est pour régler le problème de la Guinée, j'en ai vu quelques brides en passant, je vous assure que c'est l'un des plus grands projets que moi je n'ai jamais entendu parler. Sérieusement. Maintenant, l'homme en tant que tel, est-ce que c'est l'homme que nous stigmatisons ou c'est l'administration, la haute administration que nous cherchons à ce qu'elle donne tout aux Guinéens? Voilà la problématique. Justement, le projet ambitieux dont vous parlez, le discours qu'il a tenu, le discours de l'homme, le jeune Amadou Doumbouya a dit donc déjà, ce projet ambitieux a pris en danger 33 000 et 66,1%, un déficit de 3% de PIB. Est-ce qu'il y a un indicateur économique qui peut certifier cela? Le meilleur indicateur économique qui peut certifier, c'est d'abord le niveau de vie d'une population. Moi, j'ai écouté quelque part dans son discours, ce que j'ai retenu, c'est une seule chose. Le taux d'endettement de la Guinée n'est que de 33%. Il n'y a aucun pays de la sous-région qui n'a pas buté au plafond. 75, 80, 90% de taux d'endettement. Donc, un pays qui n'est pas endetté est très facile à gérer si, évidemment, les ressources, la redistribution des biens appartenant à tout le monde ou l'utilisation des moyens qu'on en fait pour que ça aille dans la poche du Guinéen lambda. Justement, est-ce que cette logique fait un impact sur l'aménagement du Guinéen? Bon, ne me faites pas mentir, je ne vis pas là-bas, mais j'ai des parents qui y vivent, j'en sais quelque chose. Actuellement, je pense que ça impacte directement sur le panier de la ménagère. Oui et non. Oui, parce que l'administration est en train d'être nettoyée. Je pense que le vol diminue, les détournements diminuent,
les sanctions fleurissent de partout, la justice fonctionne, quoi qu'on dise, et ça ne va pas avec une main morte. Donc pour moi, l'essentiel, c'est que le redressement, parce que j'ai retenu une nuance, c'est le redressement, non, mais c'est la refondation. Et beaucoup ne font pas attention au mot refondation. Il y a fondation et refondation. Et pour faire une refondation, il faut casser la fondation. Donc réfléchissons, qu'est-ce qui a changé en temps? Alors justement, M. Elissa, disant que le jeune Mamadou Doumbouya, tous les membres du gouvernement de la transition et les membres du CNRD selon dans cette perspective-là de refonder la Guinée. Alors, parlant de la refondation, que là, cela va de pair avec la justice. On a vu le kidnapping, l'arrestation extrajudiciaire, les activistes foulquéméliens, jusqu'à présent, on ne les a pas vus. Et tout dernièrement, notre confrère Marwan, et tout récemment, le président du modèle Aduba, il est en détention. Quel est le regard justement sur la justice, sur le régime? Oui, c'est une inquiétude. Nous sommes très inquiets par rapport à la situation de la justice et par rapport aux agissements du CNRD, parce que nous avons vu les camarades que vous avez cités, depuis le 9 juillet, Fonike Mange et Biloba ont disparu de la circulation. Personne ne sait où ils sont. Ils n'ont pas été présentés à un juge, ni à un procureur. Donc personne ne sait s'ils sont vivants ou s'ils sont morts. Et les autres qui ont été assassinés après jugement, par exemple le général Sadiba Koulibaly, a été jugé, condamné à 5 ans de prison, mais assassiné en prison. Ça fait que les gens sont inquiets par rapport à ça. Ensuite, il y a eu le docteur Djoubati qui a été assassiné dans les cellules à Kankan parce que tout simplement, il a profané une affiche du président de la transition. Donc cela démontre un peu l'aspect dictatorial du régime. Donc, si vous voyez tout ça, ça veut dire que les jeunes qui sont au pouvoir ne sont pas outillés pour pouvoir gérer un État moderne. C'est ça le grand problème. Maintenant, je reviens un peu par rapport à l'intervention de M. Idrissa Ba. C'est justement par rapport à la corruption. Récemment, on a découvert au niveau de la douane 800 milliards de détournement. Ils ont arrêté 15 éléments de la douane. Mais nous savons tous comment ça se passe en Guinée. C'est une manifeste qu'il y a la justice. Il n'y a pas la justice. Ces gens-là, c'est des copains. Ils sont ensemble. On les met là-bas un peu et puis on les sort, ils partagent l'argent. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe en Guinée. En dehors de ça, en dehors de la douane, récemment, vous avez vu qu'au niveau des impôts, il y a plus de 1000 milliards qui ont disparu. Et ça, c'est grave. Comment on peut gérer un pays avec ce genre de comportement au niveau des fonctionnaires de l'État? Donc, ça veut dire qu'on est devant des situations assez complexes. Cette histoire de refondation-là, c'est des slogans creux, pour moi en tout cas. Monsieur Baldé, vous avez réagi rapidement. Le général Mamadou Doumbouya, les membres du CNRD, et qui sont venus, nous ont parlé d'une justice qui est une douce. Est-ce que c'est effectif? En fait, moi, avant tout, d'abord, je me réjouis de l'arrestation de ces corrompus, des personnes qui ont fait des détournements au niveau de la douane, au niveau des impôts et domaines. Et ce que l'on demande, c'est que la justice fasse son travail et que vraiment que les fonds soient recouverts pour qu'ils puissent être réinjectés dans l'économie guinéenne au niveau du trésor. Et moi, ce que je demande au CNRD, c'est de faire en sorte que la sécurité soit renforcée en Guinée, à Conakry surtout, que ces personnes disparues, Fonike Mengue, Biloba et Marwan, dont nous n'avons pas les nouvelles, qu'ils
accentue l'intensité des enquêtes pour qu'on puisse se situer. Ils ont quand même ce devoir de protection des citoyens. Ils ont ce devoir de faire en sorte qu'on ait la lumière sur la disparition de ces personnes. Et nous sommes inquiets, c'est normal que nous soyons inquiets, parce que c'est des compatriotes qui ont beaucoup donné à la Guinée. Depuis des années, ils se battent dans la société civile pour que la démocratie, comment dirais-je, soit une réalité en Guinée. Aujourd'hui, si ces personnes disparaissent, c'est quand même une inquiétude, c'est quand même grave. Importante lorsque le procureur s'est terminé, le procureur, suite à la disparition étrange de ces 3 activistes, qu'on ne les a pas trouvés dans les prisons. En fait, ils sont considérés disparus, ils sont considérés enlevés. Aujourd'hui, si le procureur sort, il dit qu'il ne sait pas où ils sont. Ce sont ses déclarations. Et je ne peux pas les commenter parce que c'est quelque chose qui s'est passé en Guinée et c'est quelque chose qui n'est pas officiellement, c'est pas une opération diligentée par l'État, selon ce qu'ils nous ont dit. Mais leur responsabilité, c'est de faire en sorte que l'on retrouve ces gens et s'ils sont dans des conditions à risque, de les sauver. Nous, c'est ce que l'on peut dire pour le moment. Sur cette question-là, un membre, par le moindre, Gawon, il a dit qu'un adulte aussi peut disparaître.